Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et nous débattons de la question de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire qui pose un grand problème en ce moment dans son pays. Il y a des morts ça et là qui nous sont signalés. Pour en parler aujourd'hui, notre invité, c'est le professeur Nicolas Agbourou, chantre de la fin du franc CFA, mais surtout enseignant à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines en France. Rebonjour professeur Agbourou. Bonjour. Alors vous parlez dans la première partie, oui, j'ai oublié de vous présenter Pierre Moukoko qui est toujours là, qui parle très peu, mais qui aura quelques minutes pour poser quelques questions au professeur Nicolas Agbourou. Vous parlez dans la première partie de la pacification de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette pacification-là n'est pas en train d'arriver dans la mesure où il y a 24 heures, lundi 31 août 2020, une candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée. Vous me permettez de lire le compte rendu que j'ai dans les mains. Élection du président de la République, scrutin du 31 octobre 2020, récépissé de dépôt de candidature. Le secrétaire permanent de la commission électorale indépendante, sous-signé, atteste par la présente avoir reçu des mains de M. Ogni Georges Armand Alexis le 31 août 2020 à 13h52 le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection du président de la République composé des pièces indiquées en annexe. Fait à Abidjan le 31 août 2020, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Est-ce que ce n'est pas la pacification qui a commencé hier le 31 août en Côte d'Ivoire avec ce dépôt de candidature de Laurent Gbagbo qui, on le sait, est toujours bloqué à Bruxelles? Bien, merci. Et nous allons effectivement revenir dessus. Mais alors, je disais que la cinquième solution endogène, c'est l'intégration du président Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, et du ministre aussi Guillaume Soro, sur la liste électorale. Guillaume Soro? Oui. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, mais il traîne beaucoup de casseroles, Guillaume Soro. Non, mais ça c'est autre chose. Si M. Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que M. Guillaume Soro l'a aidé dans ce que nous savons. Je suis entièrement d'accord. Je suis en train de poser les véritables problèmes de la paix. Très bien. Donc, je disais, puisque vous avez évoqué la candidature du président Gbagbo qui a été déposée, eh bien, logiquement, si la loi ivoirienne était respectée, d'après ce que la Côte d'Ivoire de M. Ouattara dit, Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison. Oui, ça, il y a ce et par conséquent, il ne peut pas être éligible. Bon, être éligible, ça c'est notre problème. Mais il ne peut même pas être... il peut même pas voilà. Bon. Donc, première des choses, il faut que le président Ouattara prenne des décisions pour amnistier tous les détenus politiques, civils et militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces condamnations de 20 ans de prison, tout ça, ça tombe à l'eau. Il y a plusieurs raisons, on peut en débattre longuement. Mais pour pacifier le pays. Voilà. Parce que M. Gbagbo a été jugé à La Haye. Absolument. Pour tout ce qu'on lui reproche en Côte d'Ivoire. Il a été acquitté. Et il a été acquitté. Alors, on ne voit international l'acquitte. Voilà. On ne voit pas pourquoi. Voilà. On ne voit pas pourquoi M. Ouattara peut encore le condamner à 20 ans de prison. Quand on sait même, j'ai dit que ça c'est un long débat, quand on sait bien que les rebelles soutenus par Ouattara sont eux qui ont cassé la BCEAO, etc. Mais j'ai dit, nous sommes là pour les solutions. Il faut que M. Ouattara accepte de pacifier le pays et il prend tout simplement un décret, il amnistie tout le monde. Et dans ce cas-là, le président Laurent Gbagbo rentre normalement, M. Laurent Gbagbo, Blé Goudé et M. Guillaume, ils rentrent au pays. Ils sont sur la liste électorale
celui qui veut être candidat, il est candidat comme c'est le cas de M. Gbagbo. Et c'est de façon volontaire que sa candidature a été déposée, puisque la date limite c'est le 31 août. Donc on pouvait attendre, dire que bon, on attend que l'amnistie soit accordée à cela, mais il serait hors délai. Professeur, il n'a toujours pas de passeport. Non, mais je suis en train de dire quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, pour être candidat, il faut déposer sa candidature au plus tard le 31 août. Donc, les dispositions ont été prises et sa candidature a été déposée, c'est ce que vous venez de lire. Maintenant, la question, c'est de dire, est-ce que la CEI, c'est la Commission électorale indépendante, va-t-elle valider ou rejeter? Et c'est là, si elle rejette, c'est là tout le problème. C'est là elle doit justifier pourquoi la candidature de M. Gbagbo a été rejetée. Et c'est là tout le problème. Parce que Gbagbo a fait 8 ans de prison. Actuellement, il est encore en prison. Tant qu'il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, il est encore en prison. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Donc, c'est ça. Nous cherchons des solutions pacifiques. Donc, je disais que la 5e solution interne, il faut intégrer sur la liste électorale M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Soro Guillaume Soro, et Akousi Benzo, qui était l'ancien maire de Benzo, je le cherche, voilà. Je sais qu'il est à Paris. Oui, il est à Paris. Bon, tout ça, il faut amnistier et faire tomber la tension. Parce que les Ivoiriens, avant l'arrivée de Gbagbo et avant l'arrivée de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent en paix. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, par la grâce de, comment on appelle M. Félix Houphouët-Boigny, que tout le monde idolâtre en Côte d'Ivoire, voilà. Je ne comprends pas le pourquoi. Voilà. Comme c'est un petit Jésus, quoi. Voilà. Non, c'est quand même lui qui a amené le diable dans la maison. C'est lui qui a la base de tout ça. C'est lui qui a amené le diable dans la maison, il faut le dire. Hein. Donc, aujourd'hui, comme nous cherchons la solution de paix, je ne vais pas rentrer dans ces détails, évoquer tout ce passé-là, mais je voudrais que M. Ouattara comprenne que personne n'est immortel. Et sauf erreur de ma part, M. Ouattara dit qu'il est croyant. Ah bon? Mais oui, il dit qu'il est musulman, il est souvent dans les boubous des musulmans, etc. On ne peut pas être croyant et puis avoir la conscience tranquille en mettant des gens en prison, les gens qui sont innocents, etc. Donc il faut que... Et puis, personne n'est éternel sur la terre. M. Ouattara se ferait de ma part à 78 ans au moment où nous parlons. Il est comme son grand frère du Cameroun, c'est gens qui meurent. Donc il faut absolument qu'il comprenne lui-même ses propres intérêts. Quand je dis les intérêts de M. Ouattara devant Dieu, il faut qu'il repense à ça. Il faut qu'il reconnaisse aussi les bienfaits que la Côte d'Ivoire lui a donné. Parce que Ouattara n'était pas ivoirien au départ. C'est dans les années 1982, etc., qu'il a eu la nationalité, etc. On a tous ces papiers partout qui montrent qu'il n'était pas ivoirien. En effet. Bon, donc, si la Côte d'Ivoire lui a rendu un grand service comme ça, pourquoi il veut coûte que coûte détruire la Côte d'Ivoire? Même le président Gbagbo, lui a donné tout. Lui donner le passeport, donner le passeport à sa mère, etc. Le président Gbagbo a décidé de le faire rentrer en Côte d'Ivoire alors qu'il était en exil. Il est venu chercher, lui et M. Konomedi. Voilà. Et ils ont posé des questions. Tout le monde peut le voir. Il a fait une loi qui permettait à M. Ouattara de toucher par mois 8 millions de francs CFA dans un pays où le SMIC était à 300 francs CFA, à 30 000 francs. 8 millions de francs CFA par mois. Et M. Gbagbo a payé ça régulièrement. Pendant ces 10 ans de pouvoir. Il a été trop bon au trop naïf, Laurent Gbagbo, non? Bon, on peut juger le président Gbagbo comme naïf ou pas, mais rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Voilà. Qui veut la paix ne peut pas la guerre. Hein? Oui, justement, mais le président Gbagbo a toujours pensé que
il y a des sacrifices qui méritent d'être faits pour avoir la paix. Babou, ça, c'est déjà... En ce qui concerne M. Bédié, eh bien, M. Bédié, lui seul, touchait 22 millions. Pardon? 22 millions par mois, plus 8 millions pour sa femme. Donc, qui était la première dame. Donc, le couple Bédié, 30 millions par mois. Pardon? Et pendant toutes ces 10 années, que Gbagbo était au pouvoir. Et ce sont ces mêmes individus-là qui se regroupent et qui mettent Gbagbo, qui d'abord décident la mort de Gbagbo, parce que quand Gbagbo était chez lui, pendant plusieurs jours, il a été bombardé par l'armée française. Quand vous êtes dans une maison qu'on met les bombes, ce n'est pas parce qu'on veut votre vie, on vous tue. Dieu merci, quand l'heure de votre mort n'a pas sonné, vous ne mourrez pas. C'est ainsi que Gbagbo n'est pas mort. Ensuite, ils l'ont amené dans le cas de Ouattara. De là, ils l'ont amené à Korogo. Pendant plus de 8 mois, le président Gbagbo ne voyait jamais le ciel. Ce sont ses propres déclarations. De là-bas, on le tire, on l'amène à la CPI, sans même prévenir, rien. Bon, il le livre aux Blancs, bon, tuez-le. Parce que quand on va à ce pays, ce n'est pas parce qu'on espère qu'il va revenir. Milosevic est mort étant là-bas. Après 7 ans, eh bien, les Blancs même se rendent compte qu'il est innocent. Donc si Gbagbo aujourd'hui est jugé innocent, il a été innocenté, et qu'on dit qu'il peut rentrer chez lui, eh bien, l'avion présidentiel de Ouattara, qu'il avait amené là-bas, peut aller le chercher et puis le ramener. Surtout, parenthèse, que je sais que l'avion présidentiel de Ouattara, Henri Konan Bédié s'en sert souvent dans ses déplacements privés. Bon. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Vous retrouvez ça sujet un petit peu plus. Bon. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de dire, en tout cas, tout montre, M. Ouattara montre à tout le monde qu'il a un cœur de pierre. Comment quelqu'un qui vous a fait tant de bien, vous pouvez faire comme ça? Alors que nous sommes des Africains, nous qui avons été victimes de l'esclavage, de la colonisation, etc. Normalement, quiconque voudrait, qui aimerait respirer l'air de la liberté, il devrait aller en Afrique. Aujourd'hui, avec les dirigeants africains, nous constatons le contraire. Donc nous disons froidement que la Côte d'Ivoire est un beau pays où tout le monde a sa place. Mais il faut que le président Ouattara, qui d'ailleurs, depuis qu'il est venu, celui qui a introduit la carte de séjour des dieux. Lui qui a été naturalisé, ivoirien, a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout ça, on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, il met en danger tout le monde. Donc nous disons, il faut l'amnistie de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, parmi lesquels civils et militaires, des gens comme les Dobodé, comme l'amiral Fosigno Wabé, qui ont défendu le pays. Il faut que tous ces gens retrouvent la liberté. Tout dépend d'un seul individu, un seul, c'est M. Ouattara. Le roi. Voilà. Et ça, et faciliter, je dirais, le retour sécurisé de tous ceux qui ont quitté, ce que j'appelle les exilés. Ceux qui ont aujourd'hui peur de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est simplement à cause de Ouattara. Et ils sont plusieurs au Ghana, pays voisin. Plusieurs. Donc, parce que le pays se développe grâce à la force de travail des individus. Donc, il faut que M. Ouattara, si vraiment il veut le bonheur de la Côte d'Ivoire, sécurise le retour de tous les exilés. Voilà. Ensuite, il faut la réforme. Donc, dans les solutions toujours endogènes, il faut la réforme, et je dirais, consensuelle de la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante. Il faut qu'elle soit véritablement indépendante. Elle ne l'est pas aujourd'hui? Non, elle ne l'est pas, puisqu'elle est aux ordres du président, M. Ouattara. Et lequel est aux ordres de Paris? Pardon? Lequel est aux ordres de Paris? Voilà, lequel même est aux ordres de Paris. Parce que la CEI est même aux ordres de Paris tout court. Bon, donc, le président Gbagbo a lutté. Parce qu'avant, on faisait comme dans les pays civilisés, c'est-à-dire c'est le ministre des Affaires intérieures qui organise les élections présidentielles, mais avec une certaine transparence. En Afrique, ce n'est pas le cas. Le président Gbagbo, qui est le père de la démocratie, le père, je dirais, du multipartisme, eh bien celui-là, il a lutté pour que la commission électorale indépendante puisse voir le jour.
Oui, donc, et quand le président Gbagbo était là, 90% des membres de la commission électorale indépendante étaient dans l'opposition. Dans l'opposition, en effet. Et lui, il n'avait que 10%. Bon, ce que nous sommes en train de dire, il faut que le président Ouattara sache que la vie sur Terre, malheureusement, est limitée. Et il a encore le temps de réparer certaines choses. Il ne peut pas tout réparer, parce que ceux qui sont morts, ils sont morts. Même s'il fait de la Côte d'Ivoire le premier pays le plus puissant du monde, ceux qui sont morts à cause de lui, il ne peut pas les ressusciter. Donc nous disons... Où sait-on jamais? Non. Ceux qui ressuscitent les morts, moi je ne les connais pas pour le moment. Donc le président Ouattara, il peut dès maintenant prendre la bonne décision. Je dirais en tant qu'Africain, au nom de Dieu. Ne serait-ce que pour son propre salut, quand il va quitter ce monde. Parce que son Dieu créateur va lui demander, tu as eu le pouvoir, qu'est-ce que tu en as fait? Pour ceux qui y croient, Pierre Moukoko, je vous laisse 5 minutes pour vos questions au professeur Nicolas Gourou. Alors, professeur, parlant du président Ouattara, j'ai pu comprendre qu'il n'a pas craint d'expulser sur le sol africain de la Côte d'Ivoire, donc, la Suisse-Camerounaise Nathalie Yamb. Oui. En prenant appui sur un fallacieux argument de l'ordre public. Qui était menacé, sans d'ailleurs nous dire en quoi cet ordre public était menacé. Donc elle a quitté la Côte d'Ivoire, même si elle est de père camerounais, de mère suissesse, elle aime la Côte d'Ivoire, elle travaille pour la démocratie, l'avancement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Elle a été expulsée. Donc vous pensez que M. Ouattara pourra revenir sur cette décision aussi? Est-ce qu'elle fait partie des personnes qui pourraient éventuellement revenir en Côte d'Ivoire pour cette paix que vous appelez de vos voeux? Voilà, c'est-à-dire que merci pour cette question. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Si M. Ouattara prend conscience de tout ce qui se passe, tous les maux, notamment les morts, les expulsions, etc. Et s'il s'est reconverti, ça passe au niveau de sa conscience. Du jour au lendemain, ça peut se faire. Maintenant, s'il ne veut pas, mais il sera contraint. Il sera contraint. Parce que, vous savez qu'un président de la République, notamment en Afrique, les gens sont des hommes ordinaires au départ. Dès qu'on leur donne le pouvoir de l'État, j'insiste sur le mot pouvoir de l'État, parce que le pouvoir n'appartient pas à l'individu. Le pouvoir appartient à l'État qui est une personne morale. Et un individu vient exercer ce pouvoir-là pour l'intérêt supérieur du peuple. Voilà. Parce que souvent en Afrique, on fait l'amalgame. On croit que c'est sa propriété privée. Non. Donc je disais que le jour, si M. Ouattara prend conscience que le pouvoir appartient au peuple, le pouvoir appartient à l'État, lui n'est qu'un simple exécutant de ce pouvoir-là pour le bonheur du peuple. S'il fait ça, il peut changer. Maintenant, s'il ne veut pas, il sera contraint. Parce que la population ivoirienne a pris conscience que Ouattara se croit en terrain conquis. Et il ne veut pas lâcher prise. Et à travers Ouattara, nous voyons effectivement celui qui l'a employé, c'est-à-dire la France. Donc c'est une guerre de libération nationale qui est là, que les Africains vont mener avec détermination. Comme quoi son pouvoir, le pouvoir d'Alassane Ouattara semble pas appartenir à l'État, mais plutôt à la France. Oui, bien sûr, parce que c'est contre ça que nous luttons. Nous voyons le Ghana qui est un pays frontalier de la Côte d'Ivoire. On ne voit pas comment l'Angleterre intervient tout le temps. L'Angleterre n'intervient pas. Mais voilà. Professeur, vous avez raison. Vous avez raison. Ce qui se joue concerne en réalité toute l'Afrique francophone. Voilà. Donc nous disons que les Ivoiriens, tout comme les autres Africains, doivent comprendre que la décolonisation, la vraie décolonisation, c'est maintenant que ça se joue. Voilà, on a vu ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui risque de se produire en Côte d'Ivoire et un peu partout. Et au Cameroun, un peu partout. Voilà. Au Congo, on ne parle même plus. Voilà. Pierre, donc, nous disons que le cas de Nathalie, que vous avez, Madame Nathalie Yamb, que vous avez évoqué, que je salue d'ailleurs au passage pour son courage. Et voilà. Et ça, c'est un combat
Personnellement, si je vais au Cameroun, en tant qu'Ivoirien, c'est vrai, mais quand je vais au Cameroun, je me retrouve chez moi. En tant qu'un panafricain ou bien panafricaniste, peu importe le mot que vous utilisez, pour moi, l'Africain doit se sentir à l'aise, doit se sentir chez lui. Nous voyons ce qui se passe en Europe. Pourquoi nous prenons toujours ce qui est mauvais chez les Européens ou bien chez les autres? On doit prendre ce qui est bon. Ici, par exemple, quand vous êtes un Français, vous avez le passeport français, mais c'est en même temps le passeport européen. Vous vous promenez partout. Je vais en Allemagne, je vais en Écosse, je vais en Angleterre, mais c'est ça qui jusqu'en Norvège. C'est ça qui est la solution. Donc quand on a des gens qui n'ont pas compris, je ne sais pas si M. Ouattara a compris, mais en tout cas, c'est ça qui va se produire nécessairement parce que l'Afrique n'a pas d'autre choix que de s'unir pour pouvoir résister à l'adversaire. Voilà. Donc, Mme Nathalie Niam reviendra naturellement en Côte d'Ivoire quand, soit deux hypothèses, M. Ouattara a compris et par lui-même, il rejette et il annule sa candidature, ou alors il sera contraint. Et ça, cette solution-là, il faut que ceux qui conseillent M. Ouattara comprennent ça. Parce que les Ivoiriens ont compris que c'est parce que Ouattara se sent à l'aise dans la soumission de la Côte d'Ivoire à la France et aux autres puissances qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Il est utilisé comme un pion. Donc, c'est sans... En tout cas, il n'y a pas d'autre solution. Bien. Maintenant, nous disons, la CEI doit être réformée. La liste électorale doit être aussi réformée parce que sur la liste électorale, et comme nous l'a dit un des ministres, M. Adjoumani, qu'ils n'ont pas peur de mettre des étrangers pour en faire leur bétail électoral. Et en tout cas, un fait demeure, c'est que si on veut mettre la paix, tout ce fichier électoral, toute la liste électorale doit être reprise de façon consensuelle pour que ceux qui vont aller élire soient effectivement des Ivoiriens. J'entends par le mot Ivoirien, c'est-à-dire Ivoirien de naissance, tout comme Ivoirien d'adoption, etc. En un mot, ceux qui état civil ivoirien. Voilà, non, c'est-à-dire que ceux qui remplissent les conditions. Quand vous allez dans un pays, si je quitte ici, je m'en vais au Cameroun, je m'en vais m'installer. Si je veux être un citoyen camerounais, eh bien, il y a une démarche à suivre. Et quand j'ai la nationalité camerounaise, je peux voter, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a des enfants, d'après ceux qui ont regardé, on trouve des enfants qui ont 1 an sur la liste électorale. Ou bien il y en a qui ont 100 ans. Professeur Abou, sachez que dans un pays que vous connaissez très bien comme moi, même les poules ont voté et quelqu'un a été élu à 98,99%. Oui, oui, on sait ça. On ne va pas citer le pays. Hein. Voilà, on sait ça. Mais c'est tout ça, c'est le travail, ce sont les difficultés des Africains d'aujourd'hui. Et enfin, le troisième élément, c'est la réforme du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel est le gardien du Conseil de la Constitution. Voilà. C'est le Conseil constitutionnel qui dit le résultat définitif des élections présidentielles. Donc, ça, il faut aussi des personnes dites neutres. Et il faut que, d'un commun accord, l'opposition et le pouvoir, ils soient d'accord pour réformer le Conseil constitutionnel. Nous disons simplement que si ça c'est fait, eh bien, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas la paix. Et il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'il y ait la paix. Alors, il y a deux manières. Première manière, c'est ce que nous souhaitons, la solution pacifique. Ouattara a compris, et puis c'est fini. Ou alors, Ouattara n'a pas compris, et malheureusement, ça sera, hélas, 1000 fois hélas, la violence. Or, nous ne voulons pas de la violence parce que cette violence, qui va perdre en dernier ressort, ce sont les Africains. J'insiste sur le mot les Africains. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Pas que les Ivoiriens, les Africains. Les Africains. Et c'est ça, parce que ça sera un grand marché de la France pour vendre les armes. C'est aux Africains et aux Africains seuls de comprendre. Donc, pour conclure, je voudrais simplement dire que le peuple ivoirien se révolte. Et se révoltera toujours contre la violence inouïe qui lui est imposée par la France
depuis 2010 jusqu'à ce jour. Ça, c'est le premier point, ça. Deuxième point, la Côte d'Ivoire, ou du moins c'est le peuple de la Côte d'Ivoire, se révoltera toujours tant qu'il y aura l'insécurité permanente. Parce qu'on parle des microbes, ça, des petits enfants auxquels on donne des machettes, des armes blanches pour aller tuer, tout ça. Et il y a d'autres événements, en un mot, l'insécurité permanente. Troisième chose, la Côte d'Ivoire se révoltera toujours tant qu'il aura le chômage massif. Un pays de 25 ou 26 millions, le chômage est massif. Parce que justement, la politique qui est menée, elle ne va pas dans le sens de l'embauche des Ivoiriens, ou du moins de la population active. Selon la BAD, la Banque africaine de développement, dont le siège se trouve en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Même parfois, je ne sais pas quoi il s'agit, mais il faut dire les choses. La BAD a sorti des données statistiques qui disent que le taux de chômage de la Côte d'Ivoire oscille entre 70 et 90%. Ça veut dire que sur 25 millions d'Ivoiriens, il y a entre 15 et 20 millions au chômage. Bon, donc, vous voyez bien, je ne vois pas quel est l'intérêt de la BAD, une institution sérieuse qui est implantée en plus en Côte d'Ivoire, de dire de sortir ces éléments-là. Maintenant, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous le voyez sur le terrain. Des jeunes qui ont eu des formations, des grandes formations, qui ont de la licence, la maîtrise, master 1, master 2, tout ça, leur boulot, c'est faire des cabines téléphoniques. Au Cameroun, ils sont tous sur les mototaxis. Voilà. C'est pas différent. Hein, voilà. C'est partout. En Afrique noire, francophone, c'est partout comme ça. Donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, en tout cas le peuple de Côte d'Ivoire, se révolte et se révoltera toujours contre ces faits observés. Parce que imaginez un seul instant, si c'était l'inverse. On dit, le troisième mandat de Ouattara est anticonstitutionnel, donc on n'en veut pas. Mais, on n'en veut pas, ça ne reste pas là. Mais on voit bien les résultats brillants, c'est-à-dire, on est, je ne dirais pas le plein emploi, mais en tout cas, le chômage est insignifiant. On a la paix, on a tout ça. On va dire, ce monsieur-là, il nous a rendu trop de sérieux, il vaut mieux. Ce qui n'est pas le cas. Troisième et quatrièmement... Après, on va chuter là parce que Pierre a encore une question. D'accord. Professeur, tout ce que vous dites me parle. J'ai passé 2 ans et demi à travailler pour relever tous ces éléments-là pour mon livre. Dans ce livre, en effet. Ce que vous dites, en réalité, concerne toute l'Afrique francophone. Oui. Toute l'Afrique francophone. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe dans tous les autres pays francophones. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit encore la France. Oui. La même mise de la France dans tout ça est évidente. Et alors, elle a beaucoup de responsabilités, la France, c'est vrai, mais malheureusement, elle n'est pas la seule. Les Africains aussi. On est entièrement d'accord. Je le dis partout où je passe, je le dis partout. Je pense qu'il est peut-être temps que la France intègre cette donnée que les Africains d'aujourd'hui ont changé et que les Africains revendiquent leur souveraineté. Oui. On n'a pas parlé sur la monnaie, le franc CFA, mais que les Africains retrouvent leur souveraineté et qu'elle aide plutôt les Africains à s'en sortir. Si elle ne veut pas perdre l'Afrique, je parle de la France, et aux Africains, il est peut-être temps d'arrêter de pleurnicher, il faut y aller. Parce que la France... On est entièrement d'accord. La France ne fera rien, parce que ça arrange la France que ça ne marche pas là-bas, bien évidemment. Parce que comme ce sont ses intérêts qui l'intéressent exclusivement, il est temps que les Africains aillent au bout et qu'ils ne cèdent pas du tout. Pour en terminer, j'ai été reçu par GMTV il n'y a pas longtemps concernant, vous savez, le problème de l'augmentation de frais d'inscription. Oui. Au préjudice des étudiants africains qui font partie de... Étrangers puis africains. Oui. Alors, il faut peut-être que les universités soient construites en Afrique, que les hôpitaux soient construits, etc., pour que les Africains puissent peut-être rester chez eux, travailler chez eux, parce que la France, finalement, ne regarde que ses intérêts. Et ne veut c'est normal que les Africains viennent ici. Parce que le fait qu'ils aient augmenté les frais d'inscription pour les futurs Africains qui viendront, cela empêchera finalement aux Africains de venir. C'est une façon de leur dire ne venez plus chez nous. Exactement. Oui, professeur. Bien.
Alors, je suis totalement d'accord avec vous, chers frères, et c'est ce que je suis en train de dire. Donc, je disais que les Africains et les Ivoiriens se révoltent, et se révolteront toujours, quand il aura, comme je l'ai dit, cette violence inouïe, l'insécurité, le chômage et l'injustice, ça c'est le quatrième élément, l'injustice criarde dans la répartition, dans le partage des richesses nationales basées sur, hélas, le tribalisme primaire. J'insiste sur le mot tribalisme primaire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas réussir un concours de l'administration si vous n'êtes pas de même groupe ethnique que M. Ouattara. Ce qui est quand même scandaleux. Donc nous disons froidement que tout ça, ce sont des éléments que les Ivoiriens ont dans le cœur. Comment quelqu'un qui a été adopté, quelqu'un, mais quand même. Donc bref, je vais, parce que malheureusement le temps s'en va. Ensuite, voilà. Ensuite, la pauvreté galopante. La pauvreté galopante. Ce qui est évident. Si vous êtes au chômage, vous êtes dans la pauvreté, etc. Ensuite, un élément, la confiscation du pays par une main extérieure. C'est-à-dire les Ivoiriens ne se sentent plus chez eux. Parce que tout simplement, quand je dis se sentent plus chez eux, il suffit d'aller en Côte d'Ivoire, dans la répartition. Par exemple, quand on donne les marchés, tu draines beaucoup de sous. Mais bien, les Ivoiriens sont là, c'est aux autres on va donner. Et ainsi de suite. Les autres, c'est les Français, c'est les Libanais, il faut bien les citer. Voilà, les Français, voilà, c'est ça. Les autres, c'est-à-dire les Français, les Libanais, les Marocains, et ainsi de suite. Faut bien parce que je dis et je le répète, nous sommes en Afrique. Nous cherchons à faire les États-Unis d'Afrique. Le noyau fédérateur de l'Afrique, dans ce cas précis, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, si un individu, fut-il M. Ouattara, il va contre ces Africains-là, ça veut dire que lui, même s'il dit qu'il n'est pas africain, il n'est même pas. Voilà. Des enfants, des gens avec lesquels on a fait l'école, avec lesquels on marchait ensemble. Aujourd'hui, parce qu'ils sont du groupe du président Ouattara, eh bien, ils mangent entre eux. Alors que nous produisons la même richesse pour le même pays. Mais dans le partage, les autres sont là. Donc il met même en danger, son groupe ethnique. Le groupe ethnique. Parce qu'on dénombre au minimum 70 ethnies. Une seule ethnie contre les autres, on ne sait pas ce que ça va donner demain. Vous savez ce qui s'est passé au Zaïre lors du départ de Mobutu, hein? Oui. Son ethnie se cache aujourd'hui. Bon. Attention. Donc c'est ça. Donc nous préférons dire les choses telles qu'elles sont pour éviter le danger. Enfin, la politique du troisième homme dont j'ai parlé, qui consiste pour le premier homme, dans ce cas précis, la France a envahi le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains, mais pour y parvenir, il faut un troisième homme, c'est une petite poignée d'Africains, dans ce cas précis ici, c'est M. Ouattara. Si ce n'était pas M. Ouattara, ça serait quelqu'un d'autre. Nous ne voulons plus de tout ça.